Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis Isabelle Gatiker, la directrice du Festival du film et Forum international sur les droits humains. Et pour démarrer cette discussion, je voulais remercier de tout cœur toute l'équipe qui a monté ce magnifique Digital Day qui se tient donc aujourd'hui dans 13 villes suisses. C'est une occasion de dialogue avec la population autour des défis et des opportunités de la digitalisation, en mettant évidemment l'accent sur le dialogue pour aller vers des solutions nouvelles et aussi mettre en avant évidemment des moyens d'action pour les citoyennes et citoyens. Donc on a eu aussi ici aujourd'hui à Genève un aperçu des questions que le numérique pose dans le quotidien d'un individu, des discussions autour de l'impact du numérique sur la question de l'emploi. Et pour cette nouvelle partie, on a voulu revenir sur les 70 ans des conventions de Genève et sur les 100 ans du BIT qui ont lieu dans un monde sous tension. Alors que les technologies évoluent à une vitesse stupéfiante, on a l'impression que les cadres de régulation internationaux ne suivent pas. Donc il y a un temps de retard, on prend du retard. Et les citoyens manquent de protection en termes de vie privée, mais aussi de protection en cas d'éventuelles cyberattaques. Donc on ressent de toutes parts un sentiment d'impuissance face à des menaces qu'on peine à cerner, un manque de protection, on l'a vu, mais je crois qu'on est aussi là tous aujourd'hui parce qu'il est essentiel de remettre l'humain au cœur du numérique. L'humain et la machine, je crois que c'est une préoccupation qui nous relie tous aujourd'hui dans cette salle. C'est une urgence et c'est peut-être un des grands défis du siècle. Donc où en est le débat et quel rôle peut jouer Genève dans ce débat. Donc j'ai le plaisir d'être accompagnée aujourd'hui par Samia Hurst, qui est la directrice de l'Institut éthique, histoire et humanité de l'Université de Genève. Jean-Yves Hart, directeur senior de Microsoft, qui est basé à Genève depuis 3 ans. Yves Dacor, directeur général du CICR. Et Valentin Pfasweger, ambassadeur, représentant de la Suisse auprès des Nations Unies. Donc je vais vous poser une question à chacun, 1 ou 2 questions. Je vous demande de répondre en 3-4 minutes, assez brièvement. Ensuite, on aura un temps de discussion. Vous aurez un temps de discussion entre vous. Et bien sûr, la parole ira au public. Samia Hurst. Donc, on l'a vu, le monde vit sous tension, entre principes et technologie. Certains États, à l'image des États-Unis, prônent une approche entièrement libertaire, mais qui menace de faire éclater un système de valeurs communes. D'autres, comme l'Union européenne, prônent des valeurs éthiques pour les citoyens. Et enfin, des États comme l'Iran, la Chine, demandent de plus en plus de contrôle. Donc on a un peu un dialogue de sourds entre liberté, sécurité ou contrôle. Alors quel peut être le rôle de Genève dans ce débat-là ? Alors tout d'abord, il faut rappeler que c'est un rôle important. Il y a un petit peu urgence sur cette question, pour des raisons somme toute assez simples. C'est que les technologies du numérique, par toutes sortes de promesses qu'elles nous font justement espérer des évolutions positives. Mais en même temps, alors que les pouvoirs qu'elles nous offrent sont impressionnants, les abus et les potentiels dommages sont eux aussi impressionnants, sans précaution. Alors évidemment, on parle aujourd'hui de beaucoup d'espoir autour des technologies du numérique. On en parle même en 2 mots en décrivant cela comme la ressource convoitée de notre temps, le pétrole de notre temps si on veut. Ça devrait un petit peu nous faire un arrêt sur image parce que les ressources dans le passé, eh bien, il y en a eu d'autres. Et c'est un chapitre sur lequel l'humanité a un petit casier judiciaire à son actif. C'est-à-dire que si vous examinez l'histoire de l'or au XVIe siècle, l'histoire des personnes, c'est-à-dire des esclaves en fait, au XVIIIe siècle, l'histoire du pétrole justement au XXe siècle, eh bien la hâte que nous avons à partir à la recherche des ressources convoitées de l'époque que l'on vit à ce moment-là, eh bien, elle s'est faite sur, pour le dire très simplement, un peu tout un tas de victimes à chaque fois. On le sent dans les hésitations qu'il y a maintenant autour de cette course à la nouvelle ressource qu'est le numérique. On se rend compte qu'il ne s'agirait pas de refaire la même chose cette fois, ce d'autant plus que cette fois-ci, il se pourrait que ce soit nous tous qui soyons concernés, car après tout, la ressource cette fois-ci, c'est les données, c'est nos données, et donc ce n'est pas des victimes hypothétiques ou imaginaires ou lointaines à l'autre bout de la planète, là c'est nous qui sommes concernés, et donc on va le regarder d'un œil un tout petit peu différent. Donc il va falloir faire quelque chose, il va falloir trouver les précautions et éviter que les effets secondaires ne surviennent.
Vous trouvez peut-être ce tableau un peu sombre à ce stade. Je voudrais juste souligner que je ne voudrais pas que vous sortiez d'ici trop défaitistes. Il y a aussi des promesses. C'est justement pour ça qu'il y a les risques. Et l'enjeu ici, ce n'est pas de construire un frein à main le plus vite possible, c'est de construire des solutions afin de pouvoir avoir les promesses en n'ayant pas les risques. Mais là, et ça c'est un défi technique. C'est un défi technique pour lequel on aura besoin de beaucoup de compétences techniques. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'au fond, il y a aussi une question de priorité. Qu'est-ce qu'on veut finalement? Votre exemple est vraiment excellent. Est-ce qu'on veut plus de liberté? Est-ce qu'on veut plus de sécurité? Les philosophes politiques vous diront que c'est un des dilemmes les plus vénérables qui soient. La liberté et la sécurité ne sont pas toujours entièrement compatibles, on le voit tout autour de nous. Parfois, plus de liberté coûte de la sécurité, plus de sécurité coûte de la liberté, et il faut faire des priorités. Alors évidemment, on aimerait bien avoir tout, et c'est très bien, et c'est très important de développer des solutions pour essayer d'avoir autant que possible tout, mais on n'arrive pas toujours à avoir tout. Le philosophe Isaiah Berlin croyait même que les valeurs divergent à l'infini, que plus on pousse dans sa logique une valeur au bout, plus elle devient incompatible avec d'autres, et plus des arbitrages deviennent indispensables. Et donc à ce moment-là, il va falloir faire des choix. Et là, on se trouve dans un domaine qui n'est plus purement technique. Ça, c'est tout un faisceau de questions éthiques, de questions politiques, de questions sur lesquelles il y a des réponses meilleures que d'autres, il y a des mauvaises réponses, mais il y a en tout cas plusieurs bonnes réponses. Et on constate, on ne peut pas seulement imaginer, on constate que des personnes et des pays prennent des options différentes, pèsent différemment dans la balance des choses comme la liberté et la sécurité ou d'autres valeurs lorsqu'elles deviennent incompatibles. Alors comment on va faire? Pour cela, on a besoin d'outils non techniques. Pour cela, on a besoin de lieux où on peut procéder à ces arbitrages et des personnes concernées pour y procéder. En fait, c'est des questions qui sont posées maintenant dans un environnement nouveau, mais qui sont très anciennes. C'est des questions aussi vieilles que nos sociétés. C'est des questions de savoir comment est-ce que nos mécanismes collectifs peuvent marcher le mieux possible pour tout le monde. En fait, en gros, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est qu'il va falloir faire de la traduction du contrat social. Ce n'est pas une mince affaire, hein. C'est un grand défi. Mais c'est important de se rendre compte que c'est ça le défi. Il va falloir que le contrat social qui a fonctionné dans cet environnement où nous avons vécu jusqu'à présent continue de fonctionner dans un environnement différent. On dit souvent il n'y a pas de planète B. Pour les enjeux climatiques, c'est vrai. Hein. Mais pour les enjeux du numérique, c'est faux. Il y a une planète B et on est déjà en train d'y emménager. Et nos règles de la planète A ne sont pas toujours opérantes dans cette planète B. Et donc, il va falloir les traduire. Alors, pourquoi Genève? Eh bien, peut-être parce que ce qu'il va falloir, c'est réunir ensemble des compétences d'arbitrage, de médiation, de diplomatie, en d'autres termes, puis également des partenaires très divers. On ne va pas y arriver à faire cette traduction du contrat social sans avoir à bord le public, le privé, l'associatif, de toutes sortes de différentes composantes de la société. Et c'est quelque chose pour lequel nous avons ici une expérience. On n'est pas les seuls au monde à l'avoir, mais on est un des lieux qui avons cette expérience. Sans avoir tout le monde à bord, on voit mal comment ce défi peut être affronté. Et affronté, eh bien, il faudra bien le faire. Merci beaucoup. Merci, Samia. Alors effectivement, c'est intéressant et j'ai envie d'entendre Yves D'accord, que je sens piaffé pour répondre à cette question. Et alors évidemment, on entend dans tout ce que vous dites, on entend la Genève internationale, même si ce concept pourrait être repensé, on va peut-être en parler ce soir. Qu'est-ce que c'est finalement la Genève internationale? Je crois qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que ça représente le multilatéralisme, la neutralité, le dialogue, et bien sûr les conventions de Genève. Convention de Genève qui semble aujourd'hui datée ou pas, et j'ai envie de vous entendre aussi, Yves, sur cette question. Comment les remettre au goût du jour? Est-ce qu'il faut les remettre au goût du jour? Où est l'urgence du débat? Bon, elles sont, d'abord bonsoir à tout le monde, elles sont au goût du jour. Hein. Les conventions de Genève, elles sont malheureusement plus que jamais au goût du jour. On veut une période de grande conflictualité et les questions, par exemple, qui se posent au sein des conventions de Genève, comment est-ce qu'on distingue un civil d'un combattant, par exemple? C'est quoi les objectifs militaires, pour prendre un exemple? C'est quoi la proportionnalité? C'est des questions qui sont totalement pertinentes aujourd'hui. Donc là, il n'y a pas d'angoisse. L'angoisse, c'est pas les conventions, c'est pas le droit, c'est en fait le fait d'avoir une interprétation commune. Exactement, et c'est ça, à mon avis, même les concepts qui de est l'enjeu principal. Voilà, il y a le concept de guerre et de paix qui se devient de plus en plus flou dans le monde aujourd'hui. Oui, il est plus flou, mais en même temps, comme toujours, regardez les pays, on travaille quand même sur des bases d'interprétation commune. On est en train de travailler sur les commentaires des conventions de Genève, c'est très intéressant. On se pose la question, par exemple, dans 10 ans, nous on fait le pari au CICR qu'il y aura des prisonniers qui seront en fait dans ce qu'on appelle très joliment l'outer space. Donc on a des prisonniers qui seront sans doute dans l'espace. Comment est-ce que les conventions de Genève se posent? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les questions? Comment est-ce qu'on peut faire des liens, par exemple, avec la convention de Genève sur le droit de la mer? Il y a plein de questions aujourd'hui sur lesquelles on doit vraiment réfléchir. Donc moi, je suis pas tellement, il n'y a pas d'angoisse par rapport au texte, il y a l'angoisse sur l'interprétation
d'interprétation. Mais moi, j'aimerais juste revenir sur 2 points essentiels. Le premier, moi, je crois que le choix sécurité, liberté dont vous parliez, à mon avis, on a déjà passé cette étape-là. Moi, je fais partie des gens qui pensent que, malheureusement, après on peut voir ça, les États principalement, aujourd'hui, ont fait le choix de la sécurité. Ils ont fait ce choix-là. La question, c'est est-ce qu'il y a encore de la place aujourd'hui pour un équilibre? Je veux dire, ce choix, on peut faire une longue théorie, mais disons, grosso modo, on peut dire que début du siècle, quand même, 9/11, entre autres, et d'autres choses, il y a un changement stratégique fondamental par rapport aux questions de sécurité, qui font que les États aujourd'hui, d'ailleurs qu'ils soient les États du bloc occidental ou des pays de l'Est ou de l'Asie, au fond, globalement, ils sont quand même assez convaincus qu'aujourd'hui, il faut gérer les données des citoyens, que chaque citoyen, franchement, représente une menace, avec plus ou moins d'intensité autour de ça. C'est ce qu'on a quand même vu autour de 9/11, avec des choix relativement clairs. Donc moi, à mon avis, les États, ils ont investi depuis 15 ans massivement sur la sécurité, relativement claire. Et je pense que par rapport, entre autres, aux questions d'Internet, aux questions, je dirais, en général, aux liens, disons, par rapport à tout ce qui est cybersecurity, cyberwar, on a déjà passé 2, 3, 4 étapes. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on n'est pas très loin déjà aujourd'hui d'une guerre à haute intensité, mais qui se passe en fait sous le sol. Donc il faut qu'on soit relativement clair. On n'a plus le temps de se poser la question, est-ce que peut-être on va faire quelque chose? Donc on est dans une logique aujourd'hui. Sur le sol et en période de paix. Pardon ? Officiellement, sur le sol et en période de paix, ce n'est pas des conflits entre 2 États. Ben, on peut discuter de ça, mais en fait, je pense que vraiment, moi, j'irai un pas plus loin. Je pense qu'on est déjà dans une logique aujourd'hui de sécurité. Et donc, dans ce cadre-là, je suis très heureux de voir qu'il y a un travail qui est fait. La question que ça nous pose, pour faire rapide, il y a 2 questions. Une, aujourd'hui, les États, et Valentin nous dira plus ça, je pense que les États ont de la peine à, au fond, produire du consensus. On est dans une période où les États pensent de nouveau, la plupart des États, que faire la guerre, c'est possible et c'est même utile. Et donc on voit quand même effectivement une capacité aujourd'hui, le grand changement depuis 15 ans, c'est de faire la guerre est devenu très différent. Les États ont appris en Afghanistan et en Irak qu'envoyer des troupes c'était de la folie. Ils ont appris que depuis faire la guerre à distance c'était beaucoup plus efficace et ils le font beaucoup. Donc premier enjeu, c'est est-ce que les États sont prêts à produire du consensus sur des questions aussi importantes? Deuxième enjeu, la question du temps. Normalement, quand vous réfléchissez à des questions aussi importantes que le droit international humanitaire et le droit international public, ça prend du temps. On a les enjeux diplomatiques qui sont logiques, on voit bien. Moi, je fais partie des gens qui pensent que sur ces questions-là, on n'a plus autant de temps que ça. Donc la question qu'on va devoir se poser, c'est qu'est-ce qu'on arrive à créer un système de diplomatie qui prend des décisions temporaires? Au mieux, là où on peut, les like-minded, c'est ce qu'on voit commencer à émerger. Et ça, c'est très intéressant. Donc on va aussi voir une diplomatie qui doit changer. Non seulement mettre les États ensemble, mais se mettre d'accord sur un consensus. À la limite, il ne sera pas parfait, mais au moins de permettre d'avoir une façon d'aborder ces questions-là. Et puis troisième, vous l'avez dit, essentiel, on ne peut plus avoir seulement les États autour de la table. Et ça, c'est un grand changement. On doit faire de la grammaire commune avec, par exemple, des entités aussi politiques que les villes. Je dirais même les universités, tiens. Oui, on doit se poser la question. Avec le secteur privé, c'est évident aussi. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, Genève a un rôle à jouer, mais il faut qu'il fasse attention. Les gens ne vont pas attendre Genève, ça va assez vite. Donc, il va falloir qu'on se dépêche. On arrive à mobiliser les gens autour à Genève, c'est possible, mais les choses vont très vite. Donc, il va falloir se dépêcher, parce qu'on est déjà dans une logique, à mon avis, qui est un pas plus loin de ce que vous disiez. Vous me ferez une magnifique transition pour la question que j'avais envie de poser à Valentin Zellweger, puisque donc il y a un foisonnement d'initiatives, donc on sent cette urgence, elle est partagée. Il y a énormément d'initiatives, de centres de réflexion, de think tanks, de fondations qui se créent à Genève, mais aussi à travers le monde. Donc on lance maintenant le Swiss Digital Initiative avec une fondation ad hoc, mais ça donne un peu une impression vertigineuse, voire un peu désordonnée. Mais est-ce qu'il y a vraiment une stratégie coordonnée du gouvernement suisse par rapport à cet attrait de la Genève internationale et ce rôle de la Genève internationale pour les questions digitales? Bonsoir à tout le monde. Je pense qu'il faut distinguer, pour répondre à la question, entre la Suisse, qui est un de ces États, dont Yves Lacorre parlait, et la Suisse comme État hôte de la Genève internationale. Donc la Suisse comme un de ces États, moi je dirais que la Suisse a très clairement un intérêt à ce qu'il y ait une réglementation. Et ce n'est pas un débat nouveau. Il ne faut pas oublier que ce débat a commencé au début des années 2000 avec le World Information Society Summit qui a eu lieu ici à Genève. Et on a essayé d'engager un débat. Ensuite, il y avait d'autres conférences. Et je pense que le constat, il est assez simple. C'est ce que tu as dit, Yves. Il n'y a pas de consensus entre les États. Non seulement dans le domaine de la cybersécurité, mais justement dans ce que vous avez appelé le besoin de trouver un équilibre entre la sécurité, la protection et les intérêts de l'individu. Il y a des conceptions extrêmement différentes entre différents systèmes, entre différentes cultures et différents pays. Ce n'est pas un secret. Il y a une position, disons,
libéral qui est défendu par les États européens et les États-Unis, qui veut la liberté de l'espace cyber, et il y a d'autres pays comme notamment la Chine et la Russie qui disent non, pour nous, le contrôle est beaucoup plus important que la liberté. C'est impossible. Il y a un groupe d'experts indépendants qui a essayé de trouver un consensus au sein des Nations Unies, qui a siégé 3 fois. En 2013, il était encore possible de se mettre d'accord que le corps du droit international tel que connu, tel qu'il existe aujourd'hui, s'applique également dans l'espace cyber. Donc c'est la solution peut-être la plus simple. 4 ans plus tard, ce consensus était rompu. Aujourd'hui, il est quasiment impossible de trouver une solution. Alors ce qui est important pour nous, et là je viens à la Suisse comme État hôte, il y a un développement qui, pour nous, est très, très important. C'est le panel à haut niveau que le secrétaire général a créé l'année passée, dont Doris Leuthard était un des membres, qui a soumis son rapport cette année et qui fait des propositions très concrètes. Donc maintenant, on a une base, ou pour ainsi dire un cadre politique qui nous permet d'agir. Alors, ce rapport, il dit d'un côté, il faut continuer à chercher ce compromis. Ça, nous, comme Suisse, on dit, ce travail doit être fait à New York, où il y a l'Assemblée générale, etc. C'est la place politique où les grandes décisions doivent se prendre. Par contre, ici à Genève, on peut suivre ce qu'on pourrait appeler un bottom-up approach, et puis on crée un écosystème avec plusieurs projets. Tu as mentionné la Swiss Digital Initiative. Vous vous souvenez certainement de la discussion sur ce Anticipator que le Conseil fédéral a créé. Il y a un nombre d'autres projets et l'idée, c'est de tout simplement mettre en place un écosystème qui nous permettra d'agir. Et je pense qu'on est en train de le créer et on verra. Donc, il y aura l'approche top-down à New York, qui a ses difficultés. Et ici, on crée cet écosystème parce que c'est quand même la ville où il y a le plus d'expertise, de connaissances. Comme il a été dit, il y a non seulement toutes les organisations internationales qui sont compétentes en la matière, mais il y a également des universités de renom mondial, il y a un secteur privé qui est extrêmement important et il y a une société civile. Et en plus, il y a la tradition de tous ces acteurs de trouver des solutions en commun. Je pense vraiment on peut être optimiste qu'on trouvera des solutions ici. Oui, mais ça peut donner une impression un peu naïve, si je peux me permettre. On met en place un écosystème, ça donne un peu une impression d'arrosage. Vous parlez de agir, mais agir comment finalement ? Quelle est la nouvelle étape ? Vers quoi on va maintenant concrètement pour arriver à une régulation, puisqu'il n'y a pas de solution multilatérale classique ? Justement, pour prendre un exemple extrêmement concret. Alors hier, vous l'avez certainement entendu, il y avait ce sommet de l'initiative de la Suisse digitale. Alors, on a créé, ou c'est le secteur privé, il s'agit d'une initiative du secteur privé, ils ont développé une sorte de document qui prévoit des instruments, des mécanismes pour engager une activité éthique dans l'espace cyber. Et il y aura également une fondation qui sera de nouveau présidée par Mme Leuthard, qui sera appelée à mettre en œuvre ce commitment ou ce texte. Donc, cette initiative va être lancée au World Economic Forum à Davos en janvier. Et là, il devra y avoir des projets très, très concrets. Et je vous donne un exemple. On parle, par exemple, d'un système de label qui pourra être diffusé à des acteurs dans l'Internet parce que vous ne savez jamais à qui vous avez affaire. Parce que tout le monde peut vous dire ce qu'il veut sur son identité. Donc, s'il y a un système technique qui vous permet d'être absolument sûr que votre interlocuteur est effectivement celui qu'il prétend être, ça pourra déjà ensuite, faciliter les contacts d'une manière beaucoup plus sûre. Et il y aura d'autres projets, et je pense qu'il faudra mesurer le succès de cette initiative par rapport aux projets concrets qui seront soumis et leur mise en œuvre. Jean-Yves Hart, donc Brad Smith, patron de Microsoft, était encore à Genève hier soir et a rappelé aux graduates, là où il a étudié l'importance de Genève, « The world needs a bold agenda and the world needs Geneva », il l'a dit.
Donc Genève est pour lui le lieu où cette réglementation doit se faire et va se faire. En parallèle, Facebook a lancé Libra aussi à Genève. Donc il semble clair que Genève est dans l'œil de nombreuses multinationales américaines. Mais derrière ce discours, moi j'ai envie de vous demander quelles sont les autres raisons de ce choix. Pourquoi Genève? Est-ce que c'est pas aussi une question de communication et d'image? Est-ce que c'est pas aussi un moyen de positionner une entreprise sur les nouveaux marchés émergents? Ou surtout dans un territoire comme la Suisse, où la législation est parfois moins restrictive qu'aux États-Unis ou en Union européenne? Alors, excellente question. Bonsoir à toutes et à tous. La Suisse n'est pas un marché émergent. Non, mais de positionner la Suisse dans la Genève internationale pour se positionner sur les marchés émergents, comme porte de, bien sûr. D'accord. Non, le choix de Genève répond dans une très large mesure à ce que Monsieur l'ambassadeur Zellweger est en train d'expliquer. Nous sommes persuadés que le monde numérique est un monde qui va de toute façon connaître de nouvelles règles de gouvernance. C'est un monde aujourd'hui dans lequel certaines règles s'appliquent, mais c'est également ce que Yves D'accord rappelait tout à l'heure, il y a pas mal de questions d'interprétation des règles existantes qui se posent lorsque l'on essaie de les appliquer au monde numérique. Donc il va y avoir des questions de gouvernance qui vont se poser, des questions de gouvernance qui vont se poser sur des thèmes tels que signifie le respect de la vie privée, que signifie la sécurité dans le monde numérique, comment est-ce qu'on améliore la sécurité dans le monde numérique, comment est-ce qu'on règle ou on ne règle pas le contenu qui est mis à disposition des utilisateurs sur Internet. Un drame tel que le drame de Christchurch qui a eu lieu il y a quelques mois soulève des questions immédiates. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour éviter la répétition de drames tels que Christchurch parce qu'une personne a décidé d'utiliser des outils numériques, Facebook, pour publier un massacre en direct devant des milliers et des dizaines de milliers de spectateurs. Facebook a mis du temps à intervenir. Et Facebook a mis du temps à intervenir. Quel que soit le temps que Facebook ait mis, ça aurait été un temps trop long. Et la question se pose, comment est-ce qu'aujourd'hui on règle ces problèmes? Comment est-ce qu'on règle ces problèmes d'accès aux données? Comment est-ce qu'on règle ces problèmes de respect de la vie privée? Comment est-ce qu'on règle les problèmes de sécurité tels qu'ils se sont posés en 2017, qui sont les événements les plus marquants, mais qui continuent à se poser aujourd'hui? Les cyberattaques, on les voit tous les jours. Comment est-ce qu'on règle ces problèmes-là? Comment est-ce qu'on règle les problèmes de contenu? Donc il va y avoir des décisions à prendre en matière de gouvernance. En tout cas, sur ces trois thèmes-là. Ce sont des questions pour lesquelles il faudra probablement, pas nécessairement, mais il faudra probablement une réponse globale. La technologie est globale, les problèmes sont globaux, et très franchement, pas mal d'intervenants dans ce débat ont un intérêt à avoir une solution globale. Peut-être pas tout le monde, peut-être que des États ont des visions différentes du respect de la vie privée. L'Union européenne a adopté un règlement qui est extrêmement moderne en matière de respect de la vie privée dans le domaine numérique. Tout le monde n'est pas à ce niveau-là. Et tout le monde ne voudra peut-être pas aller jusqu'à ce niveau-là. Donc il y aura peut-être des différences. Nous pensons que la solution doit être globale, parce que les technologies sont globales, parce qu'elles sont utilisées globalement. Ou est-ce que les questions de respect de la vie privée, de liberté d'expression, de sécurité sont discutées au niveau global? Il y a un endroit sur Terre où ces questions-là peuvent être discutées au niveau global, et c'est Genève. Pourquoi? Parce que c'est à Genève que se trouvent les lieux, l'excellence, l'historique de la discussion sur ces trois thèmes, sur les trois. La vie privée, le respect de la vie privée, c'est une matière qui est gérée depuis 70 ans maintenant par le Haut Commissariat aux droits de l'homme. La question de la liberté d'expression, avec toutes les difficultés qu'elle pose entre des visions différentes de la liberté d'expression entre des pays et le continent européen et les États-Unis, ces questions-là sont pertinentes, sont discutées aujourd'hui continuellement à Genève, également au commissariat. Et les questions de cybersécurité sont discutées ici. Elles sont, j'espère qu'elles ne sont pas le pain quotidien du CICR, mais je crois qu'elles sont fréquemment posées au CICR, ces questions de cybersécurité, de cyberattaque, certainement en temps de guerre et en temps de conflit armé. Et elles sont également très présentes à l'UIT
l'ITU, oui, merci, désolé, je l'ai utilisé en anglais, à l'ITU, à Unidir, donc il y a pas mal d'organisations. En quoi consiste vraiment votre travail et quel est votre rôle là-dedans en tant que... Je pense que les entreprises ont une contribution à apporter à ce débat-là. Et je crois que c'est une contribution qui est attendue. On utilise ce terme de multi-stakeholderisme. Je ne sais pas si c'est en anglais ou en français, mais on l'utilise beaucoup. Et aujourd'hui, les problèmes, ces questions de respect de la vie privée, ces questions de sécurité, ces questions de contenu, de la manière de régler les contenus sont des questions qui demandent l'input des sociétés. Quand on a un événement comme Christchurch qui se passe, la question se pose immédiatement de savoir, vous m'avez dit Facebook est intervenu, ils ont pris du temps à intervenir. Je crois qu'il faut se tourner vers des entreprises du secteur numérique et leur dire quel est le délai minimum dans lequel vous pouvez intervenir. Les gouvernants ne le savent pas, ce n'est pas les gouvernements qui savent ça. Il faut qu'ils engagent un dialogue avec les entreprises. C'est pour ça que Microsoft est ici, c'est pour ça que Microsoft veut et a la volonté de contribuer à cette discussion-là. Comme je l'ai dit il y a quelques jours à un interlocuteur ici, nous venons, et je suis vraiment tout à fait sincère quand je dis ça, nous venons pour nous mettre à votre service. Il y a du travail à faire, il y aura du travail à faire qui est urgent, comme ça a déjà été mentionné, il y a un travail urgent à faire, et nous venons pour nous mettre à votre service pour contribuer à ce travail-là. Yves, une réaction ? D'abord, moi, je suis très heureux de voir qu'on a aujourd'hui des compagnies qui viennent. Je pense qu'il faut juste qu'on mette les choses sur la table. En fait, si on a des compagnies, mais aussi si les États et des organisations comme le CICR ont envie d'avancer, c'est parce qu'on est un peu dépassé, franchement. Il faut le dire relativement clairement. Moi, je pense qu'on a des enjeux, et je ne sais pas pour Microsoft, Jean-Yves, mais je pense que, par exemple, pour les grandes compagnies aujourd'hui qui vendent des services à leur informatique ou des services d'information en général à leurs clients, de plus en plus, le niveau d'attaque est devenu tellement compliqué que je suis plus sûr que dans 5 ans, ils pourront même garantir au fond à leurs clients, quels qu'ils soient protégés contre des attaques. Prendre un exemple, les États aujourd'hui, dans la plupart des cas, pas tous, ils ont eux-mêmes une capacité qui est en train de diminuer dans leur propre capacité. Ils ne pourront pas pouvoir continuer à investir comme des fous au niveau de la sécurité. Donc il y a un moment donné où on voit bien qu'il y a un intérêt aussi très réaliste à la fois du secteur privé et des États et d'organisations comme la nôtre aussi, où on n'a pas d'autre choix que de se mettre à table parce que simplement on n'y arrive pas, quoi. Ça c'est le premier élément. La question évidemment quand même qu'a posée avant Valentin, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui certains États qui, eux, estiment encore que ça vaut la peine d'aller plus loin, qu'il y a un avantage tactique sur lequel ils vont continuer à pousser. Donc, ce qui est relativement clair, je pense qu'il faut qu'on accepte qu'on ne va pas réussir à mettre tous les États autour de la table. Je pense que, pour être très franc, on doit approcher la solution New York classique, j'allais dire, on n'a pas le choix, et en même temps, on sait que si on attend ça, on n'arrivera à rien. En tout cas, ce sera trop tard, malheureusement. Ou alors, mon expérience, et malheureusement, elle n'est pas très positive, mon expérience, c'est quand les États se mettent d'accord, c'est que vraiment, il y a eu un très, très gros problème. Vraiment un très gros, ça on le sait en général, et en général j'espère pas que ce problème va arriver pour que les États se mettent d'accord. Donc entre-temps, la question pour moi elle n'est pas seulement du multi-stakeholder, c'est en fond, est-ce qu'on est prêt nous à s'engager? C'est ça la différence. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir Microsoft et d'autres. Moi j'aimerais surtout avoir pas seulement Microsoft, Google à table aussi, et d'autres, ou sur lesquels j'aimerais eux qu'ils commencent à discuter sérieusement sur la protection des données par exemple. Ça m'intéresse beaucoup. Parce que le point qui nous intéresse le plus au CICR actuellement, c'est au fond qu'on perçoit aujourd'hui, même si de façon anecdotique, que les gens sur le terrain, les personnes affectées, les communautés qui sont touchées, que ce soit en Syrie, que ce soit au Sud-Soudan, que ce soit en Ukraine, aujourd'hui, leurs données personnelles, comme pour nous d'ailleurs, devient un enjeu fondamental de leur survie. Et elles en parlent à nous de plus en plus comme un besoin humanitaire. On attend de vous, la Croix-Rouge, de vous, du CICR, de vous occuper de ça, trouver des solutions. Et on voit très bien que le rapport qu'ils ont avec nous, mais aussi avec leurs données, est en train de changer. Et que ça devient des enjeux absolument fondamentaux. Et que là, alors, si nous, on n'est pas capable d'amener une réponse, et la réponse, elle doit être à la fois commune, elle doit aussi être technique, à part ça pour être franc, mais elle doit surtout être aussi effectivement juridique. Je prends l'exemple du CICR, on est en train de travailler avec la Suisse, entre autres, pour voir est-ce qu'on est capable de réfléchir à des systèmes de nuages, des fameux clouds, où on peut utiliser notre immunité diplomatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais pour être d'accord, il faut que les États acceptent ça. Ça veut dire qu'il y aurait des clouds qui ne seraient pas attaquables, mais pas attaquables, pas techniquement, pas attaquables parce que le droit le dit, et il faudrait que les gens soient d'accord. Donc ça, c'est des grammaires nouvelles. Donc c'est toute la grammaire qui doit en train de s'inscrire, qui est compliquée. Et là, on n'a pas le choix. On doit avancer, prendre des risques, je pense, ensemble, trouver des solutions. Et ce que je trouve moins intéressant à Genève, soyons clairs, c'est que c'est petit.
C'est le charme de Genève, si je peux me permettre. J'espère que je choque personne. Ça veut dire qu'on peut s'asseoir ensemble, qu'on arrive quand même à discuter. Je vois, juste si je prends comme ça, je vois un conseiller d'État, je le salue d'ailleurs, ici, je vois l'ancien président de l'Association suisse des banquiers, un banquier important. Pour prendre que l'exemple, je descends plus bas, il y a plein de gens. Donc c'est quand même l'avantage de Genève. C'est cette capacité de mettre des gens ensemble. Cela dit, ça ne suffira pas. Et Isabelle, tu as posé la question. L'enjeu pour moi, c'est est-ce qu'on est capable de produire des choses ensemble? Et on ne va pas pouvoir produire que des guidelines, ça ne suffira pas. On va devoir produire des solutions technologiques. On va devoir aller chercher quand même au fond des enjeux assez importants sur les données aussi. On va devoir quand même pousser un peu l'exercice et repenser pour le CICR par exemple comment on exerce notre mission dans cet espace-là, mais aussi pour le type de grammaire qu'on va vouloir prendre quand il s'agit des questions de données et d'informatique. Donc là vraiment on doit y aller. Mais pour revenir à Genève, j'aimerais rebondir sur la présence de Pierre Maudet dans la salle. Donc je crois qu'on est tous d'accord dans cette salle sur le fait qu'effectivement Genève est un écosystème passionnant, unique, de neutralité, de discussion. Yves a parlé tout à l'heure aussi du rôle des villes dans ce multi-stakeholdisme, pour reprendre Jean-Yves, mais Pierre Maudet, est-ce que vous pensez que le canton de Genève joue aussi son rôle et est à la hauteur de cet appel nécessaire vers Genève face à la concurrence de villes comme Vienne, Bruxelles, Copenhague, Singapour? On est quand même dans un autre contexte qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je comptais partir sur la pointe des pieds, mais grâce à Yves D'accord, c'est pas possible, on n'échappe pas. Alors, merci de la question. Je retiens d'abord de ce que j'ai entendu qu'il y a une certaine urgence, et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Yves D'accord. On entend un peu ces jours-ci, je l'ai déjà dit tout à l'heure dans la discussion précédente, que voilà, tout est beau avec le numérique, on peut prendre le temps de discuter, etc. Non, il y a des urgences, et ces urgences, on les perçoit quand même bien ici, même si on est dans un cocon, qu'on est un peu protégé. Le monde, j'ai l'impression, des organisations internationales a bien saisi que cette urgence, on doit l'adresser tout de suite. Et c'est là que l'on peut, pour répondre à votre question, retirer un atout extraordinaire de Genève par rapport à d'autres cités, c'est qu'on a tout le monde à disposition dans un environnement, dans un rayon de 10 km. Encore faut-il que ces gens se mettent vraiment à la même table. Et là, j'ai l'impression que c'est le moment pour que ça se produise. On l'a vu, on a entendu tout à l'heure Valentin Zellweger, la Confédération est alignée, elle est là, elle est au rendez-vous, elle joue son rôle d'État hôte, le canton l'appuie dans sa modeste mesure, donc je réponds à votre question. Genève, le canton, le Conseil d'État est tout disposé à aider, mais c'est d'abord une initiative de la Confédération. Les organisations internationales, j'ai le sentiment qu'elles ont vraiment compris que c'est l'avenir du multilatéralisme qui se joue ces jours-ci, ces semaines-ci, surtout avec les coups de boutoir du président américain et de ses acolytes qui ne croient pas beaucoup au multilatéralisme. Si l'on veut que ces organisations se perpétuent, il faut leur redonner un sens, et ce nouveau sens du multilatéralisme, il se discute maintenant. Et puis ce que je trouve fondamentalement juste et nouveau, c'est la présence des acteurs privés. Et ça, on les a aussi à Genève. Et on les a eu encore davantage ces dernières années. Donc il y a tout pour bien faire, mais encore faut-il le faire et passer à l'acte maintenant. Et vraiment, j'ai apprécié votre question, Isabelle, tout à l'heure sur que faut-il de plus pour agir. Je pense qu'il faut une petite étincelle. On ne souhaite pas, évidemment, le gros conflit majeur qui suscitera la nécessité urgente de se mettre d'accord. Mais, et je finis là-dessus, Genève a cette capacité d'être un laboratoire. On l'a vécu dans le droit humanitaire au XIXe siècle, au XXe siècle. On peut faire ici en miniature, ce qui ensuite peut se produire de façon grande à l'échelle de la planète. C'est là cet enjeu-là qu'il faut saisir aujourd'hui. Mais parfois, on a l'impression d'une sorte peut-être de passivité. J'ai envie de poser aussi la question de Valentin. Voilà, je reviens sur cette question. Le canton est ravi d'accueillir, la Suisse est ravie d'accueillir. Les entreprises privées, donc notamment Facebook avec Libra s'installent, mais il ne faut pas non plus. Donc c'est très bien que les acteurs privés soient à table, mais il ne faut pas non plus se laisser instrumentaliser par des agendas privés. Il faut que les États soient puissants et forts aussi dans ces discussions. Oui, j'aimerais juste peut-être mentionner deux observations. On dit maintenant que c'est extrêmement difficile de trouver un accord ou un consensus pour une réglementation globale. Mais il y a deux éléments, je pense, qui sont très importants. D'abord, c'est un domaine qui évolue extrêmement rapidement. Et je donne comme exemple, par exemple, le fait que les entreprises privées comme Facebook ou Google sont les mêmes qui, il y a encore peut-être 3-4 ans, se sont vraiment opposées à tout règlement. Il fallait le scandale de Cambridge Analytica et Facebook a compris qu'ils doivent coopérer avec les autres acteurs, en premier lieu avec les gouvernements. Hier, lors de ce sommet, il y avait plusieurs représentants de l'économie ou du secteur privé qui avaient demandé de créer une autorité étatique de surveillance de l'espace cyber. C'est tout nouveau.
je peux vous dire, il y a 4 ans, c'est les mêmes représentants qui disaient « faites ce que vous voulez, mais laissez-nous toute la liberté ». Alors, le premier élément, c'est vraiment le dynamisme de ce domaine qui, je pense, qui le rend difficile de prévoir ce qui se passera dans quelques années. Le deuxième élément, et on a parlé d'une réglementation globale, ce qui est surtout une volonté de l'économie, parce qu'il parle du level playing field. Il dit si nous, on se soumet à des règles, on aimerait bien que nos compétiteurs fassent de même. Mais il y a quand même un phénomène qui est assez intéressant, c'est cette directive européenne pour la protection des données qui a été adoptée il y a peut-être 1 année et demie, qui est donc européenne, qui ne s'applique qu'à l'Union européenne, mais qui a eu des conséquences mondiales. Donc, elle s'applique aujourd'hui de fait. C'est cette fameuse acceptation sur les sites internet où on doit tous maintenant l'acronyme, je ne connais que l'acronyme en anglais, c'est GDPR. GDPR. On en a tous vu les conséquences immédiatement. GDPR, on parle de la même. Donc, c'est un phénomène extrêmement intéressant. C'est donc une législation, pour ainsi dire, régionale, mais qui a des conséquences globales. Et je cite ces 2 phénomènes, donc le dynamisme du secteur, plus cette possibilité, parce qu'il s'agit d'un cyberespace qui est quand même global, qu'une législation régionale qui est puissante, peut-être ça nous ouvre de nouvelles possibilités qu'on ne connaît pas encore en profondeur aujourd'hui. Et je suis parfaitement d'accord avec Yves D'accord quand il dit qu'il faut réinventer le multilatéralisme. C'est non seulement le multi-stakeholderism, donc on doit travailler avec tous ces différents acteurs, mais peut-être on doit également trouver de nouvelles approches. Et je pense, là, il faut vraiment être créatif et pour essayer d'affronter les défis. Parce qu'il ne suffit pas de dire c'est extrêmement urgent, le temps presse, etc. Nous savons qu'il est absolument impossible aujourd'hui de trouver un consensus. Donc on se doit de trouver de nouvelles approches. Merci. Samy Hurst. Oui, une chose qui est importante peut-être à souligner, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un consensus sur tout. D'ailleurs, c'est comme ça dans les sociétés à échelle humaine, entre des individus en chair et en os. Aussi, on n'est pas d'accord sur tout. Mais on arrive quand même à avoir des règles communes où on trouve chacun notre intérêt. Et c'est quelque chose de cet ordre-là, finalement. Ensuite, on y sacrifie quelque chose. On y laisse tous une part de notre liberté pour l'avantage de vivre ensemble avec ce que ça nous apporte. Et là aussi, ce sera quelque chose d'analogue, de pas identique, mais d'analogue. Et je pense que dans ces différents points sur lesquels on pourrait souhaiter, dans l'idéal, un consensus, il y a vraiment un tri à faire. C'est quoi le minimum vital? Et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer en premier, d'autant plus qu'une fois qu'on a l'expérience d'avoir travaillé ensemble, eh bien, la confiance vient, on sait qu'on a... Oui, on construit une historique, on peut avoir plus confiance parce qu'il y a des événements passés sur lesquels on peut se baser pour savoir que l'autre personne, même si elle n'est pas d'accord avec moi, elle est fiable, elle est prévisible. Et à ce moment-là, ça peut fonctionner mieux. En espérant que le déclic ne se fasse pas avec des nouveaux cas comme Cambridge Analytica ou des attaques ou des cyberattaques sur des hôpitaux. Comment créer cette étincelle dont parlait Pierre Maudet? Jean-Yves Hart? Oui, comme je l'indiquais tout à l'heure, pour des entreprises du secteur numérique, il est évident qu'une réglementation globale est quelque chose qui a un intérêt certain. Je veux dire, vous avez un ensemble de règles auxquelles vous vous conformez sur le plan global plutôt d'avoir 150 ensembles de règles différents. Donc il y a un intérêt certain à voir ça. Ceci étant, je crois qu'il faut être aussi relativement réaliste et regarder l'histoire des ensembles et des conventions multilatérales globales. Elles ne tombent pas du ciel. Et un grand nombre d'entre elles sont le résultat généralement d'accords bilatéraux ou d'accords régionaux qui ont inspiré d'autres accords régionaux et d'autres accords bilatéraux jusqu'au moment où les États ont reconnu l'existence d'un consensus sur un minimum de règles, le minimum dont vous parliez tout à l'heure, et ont décidé de conclure un accord multilatéral. Donc je pense que souvent on nous demande tiens, cette convention de Genève numérique, où est-ce que ça en est? Je pense que quand on a parlé de la convention numérique de Genève en 2017, quand on a lancé cette initiative, dans notre esprit, c'est une initiative qui ne se réalise pas en 1 an, pas en 5 ans,
je n'ai pas de date, mais c'est une initiative qui prendra du temps. Et c'est une initiative qui doit avancer pas à pas. Et ce qui compte, c'est d'être dans un mouvement qui amènera à un moment donné à la conclusion de cette convention. Et il y aura beaucoup de pas à franchir avant d'y arriver, mais ce qui est important, c'est, comme je le disais, d'être dans le mouvement et d'avoir le plus grand nombre possible de personnes qui se joignent au mouvement. Ça peut être quelque chose de régional qui ensuite s'étend. On l'a vu, hein, le traité sur les mines antipersonnelles, il est parti exactement c'est exactement le même développement. Ce sont des organisations non gouvernementales qui ont lancé l'initiative d'un traité sur les mines antipersonnelles. Ça va plus vite. Et c'est allé en 6 ans. Mais maintenant, ça va. Non, mais le secteur digital va beaucoup plus vite et s'étend beaucoup plus rapidement que les mines antipersonnelles. On est dans un autre monde qu'à cette époque-là. Oui. Avec des superpuissances qui sont beaucoup plus. Absolument. Et les réactions sont extrêmement rapides aussi. Une convention numérique de Genève, ça prendra du temps pour y arriver. En attendant, en novembre de cette année, il y a eu à Paris, c'était pas Genève, mais c'était à Paris, un Paris Call for Trust and Security in Cyberspace. 9 principes, identiques à des principes qui sont discutés depuis des années, mais qui ont été repris dans ce Paris Call, qui sont des principes de cybersécurité, qui visent à préserver l'intégrité et la sécurité d'Internet, qui visent à préserver la sécurité des civils, qui visent à préserver la sécurité des infrastructures essentielles. 9 principes. Et un dernier principe qui est « nous nous revoyons l'an prochain pour voir où on va ». Et ces principes-là sont des principes qui sont mis en œuvre. C'est une étape, et c'est une étape importante. Il y a aujourd'hui plus de 550 signataires à cet accord, plus de 60 États qui ont signé cet appel et qui disent « moi j'avance, qui vient avec moi ?» Il y a 350 entreprises qui sont partenaires à cet accord. C'est un élément important. À nouveau, c'est un pas. Et pour moi, c'est ça qui est essentiel, c'est de faire ces pas et d'avancer. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Là-haut. Merci, bonsoir, Jean-Henri Morin, Université de Genève. Je ne peux pas m'empêcher de penser quelque part qu'il y a une prise de conscience de l'industrie sur le fait que quelque part la fête est finie. Cette prise de conscience pourrait être aussi à l'origine du constat de l'incapacité à l'autorégulation de la part de l'industrie. Et peut-être, c'est un peu ma question, le sens de ma question, dans quelle mesure est-ce que l'industrie aujourd'hui n'est pas en train de se rallier par un peu un pis-aller à participer à des efforts de cette nature-là. Ça, c'est une partie de la question. Et l'autre partie, c'est serait-il pas le moment de construire une organisation mondiale des données à l'image des autres sujets importants qui sont traités au niveau international? Est-ce que Microsoft arrive trop tard? Alors... Vous avez été forcé d'intervenir. Comment est-ce que vous voyez la chose? C'est une question intéressante et l'ironie de la réponse, c'est que les entreprises se sont autorégulées dans le domaine de la cybersécurité il y a 2 ans et elles l'ont fait parce qu'elles pensaient que c'était un signal qu'il fallait envoyer aux États en disant aux États « Nous avons fait notre ménage en interne, mais nous ne pouvons pas assurer la cybersécurité et la sécurité du numérique si vous n'intervenez pas. » Ce qui s'est passé il y a 2 ans, il y a 2 accords qui ont été conclus. L'un s'appelle le Cyber-Tech Accord, qui regroupe aujourd'hui plus d'une... je crois à peu près 90 entreprises du secteur numérique qui se sont engagées sur des principes de cybersécurité, des principes relativement de haut niveau. Mais vous ne répondez pas à la question. Qu'est-ce qui vous a fait? Qu'est-ce qui a lancé le mouvement? Ce qui a lancé le mouvement, les faits, ils sont là, les chiffres, bien sûr, mais qu'est-ce qui vous a... Ce qui a lancé un mouvement au sein de l'industrie, c'est des attaques qui ont été lancées par des États, la Corée du Nord, pour ne pas la citer, une attaque qui s'appelait WannaCry, qui est intervenue en 2017. Et les entreprises ont dit, la cybersécurité, ce n'est plus simplement une question interne, c'est plus simplement une question de produits individuels, c'est une question qui est collective, et nous devons tous réagir. Et l'industrie a réagi, l'industrie a adopté ces règles qui s'appellent le Cyber-Tech Accord, le Charter of Trust pour les entreprises qui ne sont pas du secteur numérique, il y a donc ces 2 accords industriels, et les entreprises se sont ensuite tournées vers les États en disant, excusez-moi, WannaCry, c'est une attaque qui est envoyée par les États, qui a été lancée par un État. Est-ce que les États sont prêts à s'engager à ne plus lancer d'attaque contre les civils? C'est WannaCry qui a vraiment été le déclencheur. Oui.
On a une figure très intéressante de la Genève internationale dans la salle aussi, Patrick Audier, grand représentant aussi et acteur important du milieu de la finance et des banques genevoises. Patrick, est-ce que vous avez envie de nous dire quelques mots aussi sur quel est le rôle du secteur de la finance dans cette Genève internationale? Est-ce que le secteur financier a aussi un intérêt finalement dans cette régulation du digital? Merci Isabelle de la question. Bien sûr que sur le plan des risques qui sont évoqués, le secteur financier est pratiquement aux premières loges, puisque le secteur financier n'a d'avenir que s'il crée une confiance qui est basée sur la bonne gestion des risques. Et un des risques majeurs aujourd'hui, c'est celui de la cybersécurité. Donc oui. Deuxième élément, je crois que le secteur financier a un autre intérêt, c'est d'allouer quelque part les capitaux d'une manière qui puisse être intelligente dans la résolution de certains de ces problèmes. Et on est en train de voir, je pense, une prise de conscience très importante du secteur financier au niveau mondial dans ce domaine-là. C'est-à-dire, au fond, toute une attitude qui est parfois poussée d'ailleurs par le régulateur ou peut-être même par les milieux politiques, mais qui consiste à peut-être s'écarter de certains types d'investissements traditionnels pour plutôt favoriser d'autres. Ça sera vrai dans le domaine de la sécurité, ça sera vrai dans le domaine digital, mais ça sera aussi dans le domaine plus généralement durable. Et je pense que Genève, ici, a un rôle exceptionnel à jouer. Tous les acteurs dans ce domaine également sont rassemblés dans cette cité qui, quelque part, est unique au monde à cause de ça. Est-ce qu'il y a une ou deux dernières questions, très brèves? Ivan, oh ouais, alors, passe le micro à qui. Bonsoir. Donc moi j'avais une petite question en fait, une remarque plutôt en fait, ce qui s'est passé dernièrement entre Google et Huawei au niveau du système Android d'exploitation. Et je me demandais si le débat et la discussion n'étaient pas un peu stériles, vu qu'au niveau européen, au niveau innovation, comparé aux États-Unis et à la Chine, on n'est pas les plus développés. Et on est aussi, on va dire, en danger potentiellement de se faire couper les vivres par rapport au système d'exploitation, soit des États-Unis actuellement ou dans le futur par la Chine. Est-ce que vraiment on a notre mot à dire? Est-ce que Genève est aussi centrale que ça pour les grosses décisions? Face à des poids lourds comme la Chine. Yves, Valentin, qu'est-ce que... Est-ce qu'on n'est pas un petit village qui aime s'auto-congratuler finalement? Je ne vois pas un autre endroit. C'est Brent. On a posé la question. Est-ce que la Chine prend la Suisse en compte? Que nous, effectivement, ça, je crois que tout le monde est d'accord. Mais est-ce que finalement, est-ce que la Chine en a? Est-ce que c'est vraiment un facteur important pour des pays comme ça, pour la Russie, pour la Chine? Est-ce qu'ils prennent en compte Genève? Est-ce que c'est encore une importance pour eux? Ça, il faut poser la question à la Chine. Je suis désolé, je peux pas répondre à la Chine. La question se pose, est-ce que nous sommes en mesure de prévoir une sorte de réglementation qui sera également, et là je suis parfaitement d'accord avec ce que vous avez dit, qui sera également acceptable pour la Chine. Donc il faut trouver, pour ainsi dire, un dénominateur le plus faible commun. Et donc c'est ça exactement, c'est le grand défi. Mais ça sera très difficile de faire quoi que ce soit sans la Chine. Mais justement, c'est pour le moment, ça reste l'obstacle principal de mettre tout le monde d'accord sur un compromis qui peut porter et qui peut nous faire avancer. J'aimerais juste faire une petite remarque. Si on est pessimiste maintenant à trouver un accord, je suis persuadé, et là j'aimerais également rebondir sur ce que vous avez dit, il y a certainement des domaines sur lesquels il doit être possible de trouver des compromis. J'ai mentionné ce rapport du High Level Panel des Nations Unies. Ce rapport, comme une des recommandations principales, il dit qu'il y a la moitié de la population mondiale qui n'a pas aujourd'hui accès à l'Internet. Donc là, il y a un problème fondamental, parce que ça, c'est une inégalité qui va s'agrandir et qui posera un énorme problème au monde. Donc là, je pense qu'il devrait être possible de trouver une solution qui serait consensuelle ou qui devrait être possible pour que tout le monde s'aligne sur le fait que l'entier de la population mondiale doit avoir accès à Internet. Il va des emplois, du développement, de la santé, de l'éducation, etc., de la moitié de la population mondiale. Donc là, on a un intérêt, enfin, commun, et je pense que ça pourrait être une possibilité pour faire un début. Yves, rapidement. Je
peux juste ça vient comme vous voulez. Dans l'Antiquité grecque, il a fallu négocier une paix après un conflit armé et exprès, les cités ont choisi la plus insignifiante d'entre elles pour être le lieu de la discussion parce qu'elle n'était pas une menace. Alors évidemment, ça marche, oui. On n'en est pas là à Genève, on n'est pas la ville la plus insignifiante du monde quand même. Mais le fait de ne pas faire le poids, comme vous dites, ça peut être un atout plutôt qu'un inconvénient. On profite, on fait la liste entière. D'abord, moi je pense que vous avez mis le doigt sur quelque chose d'important qui montre que la question Google, Huawei, les systèmes en fait, d'exploitation, ce qu'on voit, on voit quand même deux choses arriver. Un, vous avez raison, pour l'Europe c'est compliqué. Je pense que l'Europe a un gros train de retard. Elle a fait un excellent boulot sur effectivement la GDPR, franchement. Au niveau législatif, ils ont fait très fort, mais au niveau je dis hardware et software, ils sont quand même très loin du compte et ça va être compliqué. Deuxième chose, pour moi, qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'un État aujourd'hui, il a une capacité de frappe quand même par rapport au secteur privé sur les questions régulation, sanctions. D'ailleurs, c'est pas du tout que pour le secteur qui nous concerne. Moi, je vois au CICR aujourd'hui que, si je prends l'exemple des pharma, qui sont quand même des compagnies très puissantes aujourd'hui, je les vois quitter de plus en plus tous les territoires dans lesquels on est, pas parce qu'elles ne veulent pas travailler, simplement parce qu'elles ont peur des sanctions. Donc c'est aussi intéressant de voir des grands secteurs privés, au fond, se retirer des peurs des risques. Donc on est vraiment dans les enjeux où c'est assez intéressant de voir cette partie de bras de fer où l'Europe va jouer un rôle, pour l'instant, un tout petit peu sur le recul. En même temps, ce que je trouve assez intéressant, regardez la Commission européenne sortante et regardez un certain nombre de présidents, je pense au président français Macron, ils ont compris les enjeux. Donc ils ont mis ça, ce sera très intéressant d'ailleurs de voir dans la nouvelle Commission européenne qui c'est qu'ils vont nommer sur les questions de concurrence en particulier. Là, les Européens ont fait assez fort, quoi. Mon dernier point, c'était par rapport à monsieur. Moi, je ne pense pas que la fête est finie, alors, du tout. Je pense en particulier sur les questions économiques et par rapport aux données. Le modèle économique, qui est une économie d'attention, pour être très franc, j'ai aucun signal que Facebook va changer de changement d'action. Alors pas du tout. Ils font maintenant, c'est logique, ils ont obligé un peu de s'excuser, mais grosso modo, la stratégie de Facebook, en tout cas dans la mesure où ils peuvent, ils vont continuer. Il y a aucune. Je vois pas comment ils vont pouvoir changer de cap. Hein. Là, je parle en particulier des grands géants des données. Franchement, dans les années qui viennent, regardez Amazon. Je veux dire, ils sont en train de prendre au contraire de la vitesse par rapport à ça. Ils sentent très bien que la période est compliquée. Regardez les grands groupes chinois sur tout ce qui est l'économie d'attention. Moi, je ne perçois pas du tout alors un changement. Ils sont juste plus attentifs à la régulation. Mais ce n'est pas du tout la fête est finie. Puis les autres qui ont pour l'instant une fête qui n'est pas du tout finie, c'est les responsables. C'est vraiment toute l'industrie de la sécurité, alors qui est dans une phase extrêmement intéressante par rapport à tout ce qui est donné, en particulier à suivre de près. Ouais. Une ou deux dernières questions très brèves. Et on passe au wrap-up. Oui, Darius Iprut, acteur vieillissant de la société civile. J'aimerais juste demander à Samia Hurst, parce que si on pose des questions à tout le panel et qu'on attend les 5 réponses, ça va durer trop longtemps. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est ce que vous pensez aussi que dans cette entreprise, ce qu'on discute aujourd'hui, il y a 2 angles morts. Il y en a un, c'est la nature. On a dit placer l'humain au cœur de la transformation numérique. Or, la nature, on sait très bien que l'expansion infinie du numérique aujourd'hui pose des problèmes au niveau de l'exploitation des ressources naturelles. Je pense aux terres rares, etc. Je pense aussi à l'électricité, à la consommation électrique. Il paraît que rien que pour le Bitcoin, l'électricité consommée est absolument immense et que ce n'est pas généralisable, en tout cas pas à la planète, puisque ce que vous en parlez, ça c'est un premier point. Et le deuxième angle mort, c'est celui de la citoyenneté. On a parlé de la dissolution, voire même on a mentionné aujourd'hui, je crois que c'était M. Maudet, la disparition du salariat, mais est-ce que ce n'est pas avec un entrepreneuriat individuel qui est généralement synonyme du précariat aujourd'hui, ces questions de la citoyenneté à Genève, et moi je suis un acteur de la citoyenneté à Genève, j'aimerais qu'on en parle un peu. Alors, c'est 2 excellentes questions, Dario, mais c'est deux débats encore différents sur lesquels il faudrait passer largement plus que 5 minutes. C'est-à-dire d'abord, effectivement, l'illettrisme numérique, donc 7 milliards d'ordinateurs. Comment est-ce qu'on produit, d'où vient le cuivre, d'où viennent les matières premières et qu'est-ce qu'on fait ensuite du plastique. Mais ça va être un peu compliqué de répondre là-dessus. Et la citoyenneté aussi. Est-ce que vous avez envie de donner une réponse très brève? Mais je pense que c'est en tout cas des thèmes qui devraient être traités l'année prochaine ou lors d'un prochain Digital Day, c'est évident. Oui, c'est les 2 sujets suivants. Quand je disais qu'il faut traduire notre contrat social pour que nos organisations collectives continuent, notre fonctionnement collectif continue de fonctionner au mieux pour tous, évidemment, on ne peut pas faire l'économie de ces 2 secteurs-là. C'est aussi la démocratie qu'il faut traduire dans les décisions qui concernent le numérique. Et c'est pas évident, on ne peut pas juste prendre les mêmes mécanismes et espérer qu'ils fonctionnent dans ce nouveau biotope. Et puis évidemment, la nature, si elle ne fonctionne plus, nous non plus, donc on aura un problème là également.
Yves, rapidement. Et puis juste dernier point pour moi qui est clair, dont on a un peu parlé, que vous mentionnez vous, les autres acteurs c'est nous. On ne peut pas juste regarder les États, les sociétés, les organisations. Nous, on est profondément des consommateurs qui avons un impact considérable. On a des choix, on peut faire des choix, vraiment. Et je pense que là, il y a vraiment un élément dans cette question qu'on n'a pas oublié. Et je pense plus qu'on est dans un modèle classique, on a organisation civile qui représente la société civile, je pense qu'on va dans une logique très différente, mais les individus, nous, tels qu'on est, dans notre choix, dans nos constructions de communauté, sur cette question-là pour se mobiliser. Je suis convaincu, moi, que le domaine politique va être, dans les 5 à 10 ans, dominé par la question des données, par exemple, beaucoup plus que ce qu'on a aujourd'hui. Alors, dernière question rapide dans nos choix, et pas seulement dans nos choix individuels de clients, mais dans nos choix d'organisation politique, en Suisse, comme femme, on est bien placé pour savoir que le pouvoir d'achat n'est pas le seul pouvoir qui est digne d'être obtenu. C'est juste. Alors, dernière question à tous, rapidement. Si vous aviez une baguette magique, là, maintenant, qu'est-ce que vous feriez pour que les choses changent ? Ce que je fais, c'est que je réunis le Conseil de sécurité et j'interdis le droit de vote, le droit de veto. Le droit de vote ? Première chose. Donc je dis droit de veto terminé, et donc sur tous les sujets. Voilà. Allons-y, hein, je fais des baguettes magiques. Samia ? Alors, ma baguette magique, elle serait un petit peu plus délibérative. Je pense qu'on sous-estime à quel point il y a des intérêts de toutes ces parties qui peuvent s'aligner, parce qu'on a des craintes mutuelles, on a des méfiances mutuelles, et on oublie que finalement, même des personnes avec un pouvoir absolu dans l'histoire en ont rendu une partie pour avoir autre chose. Et là, on a quelque chose à faire. Donc ça prend un petit peu plus de temps. Mais cela dit, on est peut-être trop tard aujourd'hui, on était déjà trop tard il y a 10 ans, on est aujourd'hui, on peut faire les choses bien aussi. Valentin. Est-ce que c'est l'ambassadeur ou l'homme qui parle ? Non, c'est l'homme, comme toujours. Franchement, je ne sais pas ce que je ferais avec une baguette magique. J'ai un espoir. J'ai un espoir que ce sera effectivement à Genève qu'on va dessiner les solutions du futur. On y travaille et je suis vraiment optimiste. Mais je n'ai pas vraiment besoin d'une baguette magique pour y arriver. Ah, c'était l'ambassadeur. Le choix est le vôtre. Jean-Yves. Ah, si j'avais la baguette magique, je ferais venir l'industrie ici et surtout, je demanderais à l'industrie de parler d'une seule voix. Ça va pas être évident qu'elle parle d'une seule voix parce que on est des modèles très 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 différents. On a parlé d'utilisation des données, certains n'utilisent pas du tout les données ou les utilisent beaucoup moins en tout cas, donc ça sera compliqué. Une baguette magique, c'est peut-être celle qui me permettrait, si je faisais aussi une grève de la faim pour régler le problème du numérique, comme d'autres font des grèves de la faim pour régler le problème climatique. Waouh, quelle annonce. Alors merci beaucoup, merci à tous, je crois que c'était un débat absolument passionnant. Restez dans la salle parce qu'on continue avec un film qui avait été projeté en première internationale au festival il y a 2 ans, qui avait été primé d'ailleurs, qui s'appelle The Cleaners, de Hans Block et Moritz Rieseweg, un film Arte, RTS aussi, sur les digital scavengers d'Internet, et ça sera suivi donc par une séance de Q&A avec Eckhard Ernst de l'Organisation internationale du travail. Merci beaucoup, merci à tous, à tout à l'heure.